On pourrait dire du symbolisme pictural qu'il est une réaction à l'impressionnisme, un monde du silence et du recueillement, s'opposant à un monde vibrant et grouillant de vie. Mais c'est un peu court. D'abord, le symbolisme littéraire est né presque en même temps que l'impressionnisme, celui-ci ne s'était donc pas encore imposé, loin s'en faut. Et puis le symbolisme littéraire s'opposait plutôt au naturalisme de Zola, et l'on se rappelle les réticences de ce dernier devant les audaces plastiques de son grand ami Cézanne. Pourtant il est tentant, et je n'y résiste pas, d'opposer les 12 versions de la gare Saint-Lazare de Monet aux 5 versions de l'île des morts de Böcklin, qui est peut-être l'œuvre la plus fameuse du symbolisme pictural. Car les passerelles sont nombreuses et variées, il suffit pour s'en convaincre d'admirer cette toile symboliste de Whistler, qui deviendra le grand impressionniste américain que l'on sait. Ou bien ce portrait signé William Merritt Chase, qui créera à New York une école qui existe toujours, et où il défendra la révolution impressionniste avec acharnement. Je cite à dessein ces deux artistes, car c'est aux États-Unis que Paul Léotot situait l'origine du symbolisme dans la poésie de Walt Whitman. Mais les deux grands pays du symbolisme pictural, qui s'en étonnera, sont aussi les berceaux du symbolisme littéraire, la Belgique et la France, même si l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, la Norvège ou la Tchécoslovaquie ont eu leur lot de grands artistes symbolistes. Ce qui les unissait, un poème de Verlaine, paru l'année même de la première exposition impressionniste, tiens, comme on se retrouve. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Ainsi qu'une vision nouvelle, fondée sur les pouvoirs du rêve et de l'imagination, une détestation commune de la civilisation industrielle, une fascination partagée pour le passé, en particulier médiéval, et enfin un sens profond du sacré, qui sera d'ailleurs par ses débordements mystiques la cause de l'effondrement du mouvement. Tous de grands contemplatifs, méditatifs et rêveurs. Parce que pour ce qui tient de l'esthétique, permettez-moi de dire que ça partait un peu dans tous les sens. Si l'on comprend immédiatement ce qu'il y est Monet, Renoir et Sisley, il est plus difficile de distinguer ce qui rapprochait Gauguin de Stillières, pour ne citer qu'eux. Il est d'ailleurs significatif de constater que Gustave Moreau et Odilon Redon vécurent et travaillèrent tout en restant parfaitement isolés. Le mouvement, qui perdura à peine plus de 20 ans, connut son essor après la parution d'une sorte de manifeste signé du poète Jean Moréas dans les colonnes du Figaro. Ennemi de la description objective, la poésie symbolique cherche à vêtir l'idée d'une forme sensible. 5 ans plus tard, volant au secours de Gauguin, le critique Albert Aurier définira ainsi le symbolisme pictural. L'idéal unique de l'œuvre d'art sera l'expression de l'idée. Elle sera symboliste, puisqu'elle mettra cette idée en forme, synthétique, puisqu'elle écrira cette forme, subjective, puisque l'objet n'y sera qu'un signe perçu par le sujet, et enfin décorative. Dans cette diversité d'œuvres et de talents, on l'aura compris, l'ambition des symbolistes fut la synthèse de tous les arts que les nabis furent très proches de réaliser, nous y reviendrons. Après le retrait de Vallotton, Bonnard et Vuillard, le mouvement évolua vers un ésotérisme assumé, parfois brillant, parfois pénible. Ce qu'un élève de Gustave Moreau, Georges Desvallières, combattit en fondant avec Maurice Denis les ateliers d'art sacré qui virent passer quelques étudiants assez doués. En plus des peintres déjà cités, les meilleurs représentants du symbolisme pictural sont aussi les plus atypiques. Burghley, Hodler, Knopf, Lévy-Durmer, Le Sidaner, Puvis-Chavannes, von Stuck, Schwab, ou encore l'extraordinaire et pourtant méconnu William de Gouffdeninck, mais je consacrerai une vidéo particulière à chacun de ces artistes.